Good Morning Business, le débrief de la matinale. C'est déjà la bagarre sur l'immobilier après l'interview de Guillaume Kasbarian qui était notre invité il y a quelques instants avec nous, Marie Cœur de Roy qui est très en forme. Merci d'être là. Henri Buzicazo, également président de l'Institut du Management des Services Immobiliers, Dominique Carlac et Jean-François Robinson également avec nous. On va parler immobilier. Bah oui, parce que le débat, pourquoi ? Parce qu'on se demandait effectivement s'il y avait un changement de braquet, si le ministre du Logement qu'on vient d'entendre, c'était l'anti du flot, c'est-à-dire est-ce qu'on allait enfin se mettre du côté des propriétaires et des droits des propriétaires par rapport à leurs locataires. Déjà, moi j'ai un problème avec l'idée de dire qu'enfin on se mettrait du côté des propriétaires comme si c'était les plus lésés dans les rapports locatifs entre propriétaires et locataires. Demandez-le. Je rappelle qu'on n'a jamais atteint un tel niveau de demande sur le marché locatif dans le parc social, que globalement ceux qui peinent à se loger, c'est plutôt les locataires aujourd'hui. Et pourquoi ? Parce que les propriétaires veulent plus louer, parce que c'est juste le calvaire. Si jamais vous avez un locataire de mauvaise foi. 3%, on est sur un record historique. 3%, c'est le taux d'impayé en France. Normalement, c'est 1%. Donc oui, quand ça vous arrive et que vous êtes propriétaire bailleur, les process sont extrêmement longs et on ne va pas se cacher, la loi Kasbarian aide. Mais en l'occurrence, c'est ultra minoritaire. Donc stigmatiser les locataires. La trouille, il en a parlé. Et surtout, contrairement aux locataires, les propriétaires, ils ont des échappatoires. Je vous avais déjà parlé du bail code civil, etc. Enfin voilà, oui, c'est le sommaire, pardon, j'arrête. C'est le sommaire. Vous enflammez pas. Henri, je suis sûre que vous avez écouté le ministre avec grande attention. Religieusement. Vous attendiez un plan sur la demande ou pas ? C'est pas moi qui l'attends, c'est les Français qui l'attendent. Très clairement, les professionnels le disent. Tout ce qui est initié pour relancer l'offre, simplifier, identifier des territoires engagés, c'est très bien. On l'aurait fait il y a 7 ans, de vous à moi, ça aurait été mieux. Pourquoi ? Là, on nous l'avait promis. Pourquoi je dis ça ? Parce que, oui, déjà ça a été annoncé, parce que ça va faire de l'effet en 2, 3 ou 4 ans, et que le choc, on l'a pas. Sur les propriétaires investisseurs, je fais juste une observation. La loi Kasbarian, elle a apporté des choses. Le traitement social, il faut quand même le faire derrière aussi, des locataires en difficulté. Je constate que depuis la loi, le niveau d'investissement ne s'est pas redressé. Il est divisé par 2. Donc les Français, ça ne leur a pas suffi pour revenir dans l'investissement locatif. Voilà. Allez, l'autre sujet, évidemment, on va parler de la défense. Je posais la question de manière un petit peu abrupte, Dominique Carlac. La France est-elle prête pour la guerre ? Est-elle prête économiquement, industriellement ? Elle est plus prête que d'autres pays européens. Déjà, parce qu'elle a eu une certaine forme de courage pendant les années d'après-guerre froide de maintenir une industrie militaire. Et donc, on a des capacités. On est le deuxième exportateur au monde. Donc, c'est-à-dire qu'on a une industrie. Donc, si on a une industrie, ça veut dire qu'on a quand même un peu plus les capacités que les autres à pouvoir se défendre. Jean-François Robin, l'armement, c'est devenu un nouvel espoir de croissance pour toute une partie du pays désormais. Alors, espoir de croissance, c'est peut-être beaucoup, mais en tout cas, espoir de oui, c'est clairement un poste de dépenses qu'on avait un peu espéré ne pas avoir à activer. Et aujourd'hui, on voit bien que les dépenses, elles sont en train de se multiplier. On parle de points de PIB, mais tous les pays vont y être, et même bien au-delà de ça. Donc oui, les dépenses militaires sont là, et la France, je suis assez d'accord, elle a en qualité en tout cas de quoi produire, en quantité, ça c'est tout le problème du moment. L'immobilier, la guerre. On en a encore sous le pied. Voilà nos 2 sujets. Après la pub, à tout de suite. Good Morning Business, le débrief de la matinale. Dominique Carlac, Jean-François Robin, Henri Buzicazo et Marie Cœur de Roy sont autour de ce plateau pour parler de la crise de l'immobilier. On a entendu le ministre du Logement il y a quelques instants. On va le réécouter tout de suite. D'ailleurs, Guillaume Kasbarian qui nous explique qu'il a plus de sous, comme tous les autres ministres. On l'écoute. J'ai une feuille de route qui est très claire, qui est de remettre de l'offre sur le marché. Donc de l'offre et encore de l'offre, avec des mesures notamment de simplification que je vais annoncer aujourd'hui, qui vont permettre pour les acteurs de la construction de construire plus vite, d'accélérer sur les délais de contentieux, d'accélérer le traitement des contentieux, de digitaliser et d'accélérer la digitalisation du permis de construire, de mieux sécuriser les porteurs de projets, et puis quand on parle de projets d'aménagement, d'avoir des mécanismes qui permettent par exemple de densifier plus rapidement les lotissements ou de densifier les constructions sur des projets d'aménagement. Ce sont 14 mesures que j'annonce aujourd'hui et qui vont permettre d'accélérer, de répondre aux demandes de simplification du secteur, de la construction, dans le contexte de crise. Nous sommes dans un contexte aussi où le budget de l'État doit être rééquilibré, où nous devons réduire le déficit public et où le ministère du Logement n'est pas là uniquement pour distribuer de nouvelles mesures fiscales et de nouvelles dépenses publiques dans un contexte que, vous le savez, qui est compliqué d'un point de vue des finances publiques. Moi, je ne voudrais pas que notre pays soit dégradé dans quelques mois et que nous ayons un problème économique qui, là, pour le coup, amplifierait la crise du logement. Donc ma responsabilité, c'est à la fois de faire avec le budget que j'ai et faire en sorte qu'il soit le plus utile possible, vérifier que nous sommes sur une bonne trajectoire sur les finances publiques et aussi annoncer des mesures réglementaires et de simplification où, oui, les acteurs
attendent aussi des mesures de simplification, parce que le choc de l'offre ne passe pas forcément par des dispositifs fiscaux, il passe aussi par des simplifications massives sur les secteurs et qui sont très attendues en réalité des acteurs sur le marché. Henri Buzicazo, vous avez été convaincu ou pas ? On se paie de mots. Il y a un problème de gravité de la situation pour les ménages, pour les entreprises immobilières aussi, et puis la prescription médicale. Bon. C'est pas à la mesure. Le choc, le ministre le redit, Gabriel Attal a dit, on va choquer. Alors choquer un malade, ça veut dire qu'il était quasiment mort et puis il retrouve la vie. Bon, c'est pas ça qu'on est en train de faire. On est en train d'utiliser des mesures qui vont agir dans 3-4 ans. Il faut le faire, il faut simplifier, il a raison. J'espère qu'on va le faire cette fois-ci. On nous l'a promis 10 fois. Il a raison, il faut identifier des territoires où on va booster sur le modèle des Jeux Olympiques. Tout ça, c'est vrai. Il faut surélever, il faut densifier. Il faut construire des maisons dans les grands jardins de ceux qui ont acheté une maison il y a 20 ans ou 30 ans. Il faut transformer des bureaux en logements. Ça va donner quoi ? Ça va donner, tout ça additionné, je vous le dis, on vérifiera si je me trompe ou pas, à la fin de cette année, par exemple, ou même 2024, le temps que ça se mette en marche, 50, 60 000 logements. Il y en a 200 000 qui manquent à l'appel par an. Donc on a un problème de mesure. Voilà. Et le ministre Kasbarian, il est compétent, il est engagé. Le problème, c'est la vision économique. On nous dit le logement coûte de l'argent. Qu'est-ce qui n'en coûte pas ? Il faut faire fonctionner aussi les services publics. C'est un investissement. L'an dernier, les logements qui n'ont pas été construits, je vous mets ce chiffre en tête parce qu'il est frappant. Les logements qui n'ont pas été construits par rapport à une année où on aurait fait ce qu'il faut. C'est 5 milliards de TVA qui ne sont pas entrés dans les caisses de l'État. Quand Bruno Le Maire dit il manque 1,8 milliard à l'appel de TVA en 2023, mais non, il oublie les logements qui n'ont pas été construits. Eh bien ça, je suis désolé, le logement est une pompe à croissance et à ressources pour le pays. Et je ne parle que de la on le dit toujours. Oui, mais bon, voilà, c'est une interprétation de cette citation célèbre, vous avez raison. En tout cas, les ressources publiques sont largement fondées sur ce grand secteur d'activité. Si on ne fait pas cet investissement, le prêt à taux zéro, il a prouvé son efficacité. Guillaume Kasbarian dit on va faire 40 000 prêts à taux zéro. Certainement pas, malheureusement. Parce que, certainement pas. Parce vous êtes énervé, hein ? Mais non, mais parce Il a que. bien raison. Je ne dis pas qu'il n'est pas de bonne foi. Je vous dis que quand on regarde de près, on a recentré le prêt à taux zéro sur les zones tendues, là où c'est cher, où les ménages ne peuvent pas faire leur première acquisition. C'est cruel. On leur dit, tiens, viens là, ils ne peuvent pas le faire. Et deuxièmement, on leur dit, alors, appartement, mais la maison individuelle, si tu y pensais, tu vas oublier tout de suite. C'est un objet que veulent les Français, sous condition de sobriété foncière, pourquoi pas des terrains. Quand on dit on va construire dans les terrains de gens qui sont déjà propriétaires depuis 20 ou 30 ans et qui ont 3000 mètres carrés. Mais les primo-accédants, si on ne les aide pas, ils vont pas y aller sur ces terrains. Même si moi, j'ai voilà, des enfants à un âge de primo-accédés, j'ai un grand terrain, je leur dis, allez, je te donne le terrain. Ils vont dire, moi, comment je fais pour faire construire la maison ? Ah ben, tu te débrouilles, le prêt à taux zéro, tu n'y as pas droit. Ah non, j'y ai pas droit. Il faut jouer sur la demande. Il faut faire cet investissement. Il n'y a pas d'autre moyen. Dominique Carlac, vous êtes aussi remonté que Henri Buzicazo ? Je ne suis pas aussi remontée, je suis aussi inquiète. C'est-à-dire que le salon du MIPIM, il souffre sur une crise un peu généralisée. L'ancien, le neuf, la location, l'accession, le bureau, le logement, tout est en crise. Donc effectivement, les mesures qui sont annoncées, elles rentrent dans le cadre d'une politique générale où il faut économiser 10 milliards, peut-être 12, peut-être 20 milliards. Et donc c'est effectivement pas le moment pour le gouvernement de faire des dispositifs qui joueraient sur un dispositif budgétaire. Maintenant, la profession, pour l'instant, elle est quand même, je dirais, le président Saleron avec qui j'étais hier et Véronique Bédag souligne quand même les efforts qui sont faits. Et la FSB, hein. Voilà, souligne quand même les efforts qui sont faits, notamment ce qui a été fait, la petite pirouette qui a été faite sur ma prime rénov. Rétropédalage. Voilà. Alors bon, moi j'appelle ça une pirouette, mais bon, j'ai pas de propos politiques. Simplement, ce que je constate, c'est que 80 à 90% du marché de la rénovation thermique, c'est des travaux simples. C'est-à-dire qu'on veut monotype. Or, jusqu'ici, on avait une espèce d'usine à gaz qui faisait que si on ne faisait pas toute la maison, on ne pouvait pas avoir la prime. Donc, et c'est 80-90% du marché. Donc, quelque part, la simplification, c'est vrai qu'elle porte ses fruits sur le long terme. Néanmoins, quand on gagne quand on lève quelques freins et que ça facilite tout de suite le marché, là, en l'occurrence, Marie-Cœur de Roy, avancées. le problème, c'est toujours le même. Est-ce que ça coûte ou est-ce que ça rapporte ? Oui, alors juste pour ma prime rénov, quand même, on y revient. Ils avaient changé, justement, arrêté de financer le monogeste depuis le 1er janvier.
en nous expliquant que c'était mieux de tout faire plutôt qu'un geste. Donc là, en gros, en 2 mois et demi, 3 mois, on voit que ça s'effondre de 40% et on revient dessus. Donc c'est un peu facile de nous dire, ouais, je vous ai entendu a posteriori, alors que tout le monde leur disait, ne le faites surtout pas. Toujours mieux que pas le diagnostic de performance énergétique, retour en arrière, ou en tout cas, je le remodifie parce que je me suis rendu compte, alors que ça fait 3 ans que les diagnostiqueurs alertent l'État en leur disant, attention, les petites surfaces sont particulièrement pénalisées. C'est elles qui manquent dans le parc locatif aujourd'hui. Il a fallu attendre des années, mais je dis années, pour que le gouvernement se dise on va peut-être remodifier le mode de calcul du DPE. Sur la partie, ça rapporte l'immobilier. Mais c'est une évidence. Je vous en ai parlé encore sur l'antenne vendredi dernier. Pour vous dire quoi ? Moins de transactions, moins de droits de mutation. C'est quoi les droits de mutation ? Les fameux frais de notaire qui vont pour l'essentiel au département. 4 milliards d'euros en moins en 2023 au bénéfice des départements à cause de la baisse des ventes et de la baisse des prix. Donc à un moment donné, il va falloir essayer de trouver une belle équation budgétaire parce que vous pouvez couper toutes les aides, mais derrière, vous n'avez plus rien qui rentre dans les caisses publiques des collectivités, mais aussi de l'État. Et Henri en parlait très justement. Mais on connaît l'analyse d'Emmanuel Macron qu'il avait fait dans l'Obs il y a quelques mois, Jean-François Robin, sur le thème, c'est un secteur qui s'en est mis plein les poches. Depuis plusieurs années, ils ont qu'à se débrouiller tout seuls. Il avait dit ça, Emmanuel Macron, dans son interview. Oui, alors il y a évidemment là une crise sans précédent depuis sans doute, nous quand on regarde un petit peu les chiffres de tout on vient de tous les citer sur tous les segments du marché immobilier, résidentiel, tertiaire, etc. Il y a vraiment une crise qui est sans doute comparable à peut-être plus 91 que de 2008-2009. Donc on a vraiment, quand vous avez 155 promoteurs qui font défaut, quand on est Exitive, ainsi des gros, on disait non les gros on les épaule. Bon, ça commence quand même à donc le diagnostic, voilà, avec des plans de licenciement, etc. Donc on voit bien que la crise immobilière, elle est là, elle est sévère. Elle est violente. Cela étant, effectivement, il y a eu sûrement, avec les marées montes, tous les bateaux avancent. Donc là maintenant, il y a sûrement une espèce de ménage, il y a un peu de ménage qui va se faire. Ça c'est tout le cas de toutes les crises. Cela étant, pour revenir sur ce qui a été dit, il y a quand même effectivement un choc de demande et un choc d'offre. Il y a les deux. Là, on répond tout ce qui a été annoncé. Moi, je pense par Guillaume Casbarian, c'est des bonnes mesures. Je suis complètement d'accord avec ce qui a été fait. Après l'ampleur, sans doute pas suffisant. Et l'urgence. Et surtout, l'urgence, il est plutôt du côté de la demande pour moi. Ce qui fait que le marché s'arrête, c'est que les ménages ne sont plus solvables pour se financer. Donc, je pense que c'est pas du côté de la BCE qu'il fallait chercher la réponse. Alors c'est ce que j'allais dire. En fait, c'est un banquier qui parle, mais en ce moment, toutes les banques sont en train de réfléchir. Nous, dans le groupe Banque Populaire, Caisse d'Épargne, il y a des annonces, on fait des trucs pour essayer de trouver des trucs intelligents, innovants. Pour resolvabiliser. Oui, mais c'est le fameux prêt in fine, mais ça aussi, pour moi, c'est de l'enfumage. Justement, on le dit. Non, mais c'est pas ça dont je Il arrive de l'argent public. Mais non, mais c'est pas ça, mais c'est que les banquiers, ils sont revenus à l'offensive sur le crédit immobilier. Ils n'ont pas besoin du pouvoir public pour reprêter. Donc ça, c'est une certitude. Qu'est-ce qu'il faut faire, Et pour le coup, le seul sujet, c'est le Haut Conseil pour la stabilité financière. Donc c'est les 35%. De desserrer les contraintes qu'on impose aujourd'hui. Mais même pas, parce que c'est même pas utilisé jusqu'au plafond. Ce que va dire Guillaume Diallo, c'est que ça, c'est pas tellement le sujet. Le sujet, c'est encore une fois, c'est de baisser les coûts de refinancement immobilier pour les ménages. C'est ça vraiment pour moi le vrai sujet. Néanmoins, et c'est une initiative de Lionel Cos, un député des Landes, de la majorité, président du Conseil national de l'habitat, il faut qu'on fasse confiance aux banques, pour le dire d'une phrase. Et le Haut Conseil de stabilité financière met sous tutelle les banques comme si elles ne savaient pas choisir leur emprunteur, alors qu'il n'y a pas de casse et de surendettement lié au prêt immobilier dans ce pays. Et notamment parce qu'il y a des institutions très responsables. Vous en représentez une. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, le statut de l'investisseur. On n'en parle plus. Guillaume Casbarian est très pudique là-dessus. On lui en a parlé, il n'a pas voulu. Il n'a pas répondu. Mais très clairement, sa proposition de loi, je le redis, n'a pas suffi. Elle a rassuré, certes, les propriétaires bailleurs, mais ils ont besoin d'un traitement fiscal qui va donner du rendement locatif. Il a renvoyé un rapport en cours. Oui. On en a 10. Vous n'énervez pas, Henri. Non, mais il a raison. Mais il a raison. Le travail que fait Anna Higlemer est de qualité. Elle va elle-même s'inspirer de rapports. J'ai contribué pour moi à 3 chantiers. L'un avec les notaires de France. L'autre avec le Conseil national. Toutes les copies sont là. Donc, quand on dit on va réfléchir, il n'est plus temps de réfléchir. Bon, voilà. Il faut être très très clair là-dessus. Il y a une urgence, elle n'est pas traitée. Et je pense que pour le reste, je fais un lien avec la guerre aussi. Qui est ministre du Logement, il n'y a pas que Guillaume Casbarian. Responsable aussi de l'ambiance qui est favorable ou pas à acheter du logement, mais il y a le ministre de la Défense, celui des Affaires étrangères. Notre pays aujourd'hui est engagé dans un conflit mondial, peut-être va-t-il l'être encore plus. Il y a des conflits à l'intérieur du pays. Ça aussi, c'est extra-immobilier, mais ça empêche les ménages d'acheter. Il faut être très désolé, clair. on va quand même aborder ce sujet-là parce qu'il était à l'Assemblée tout à l'heure, le rôle de la France dans cet engagement en Ukraine et cette guerre que livre la Russie à l'Ukraine. On va parler notamment de la manière dont aujourd'hui, concrètement, on
se déploie. On va être avec Pascal Samama sur l'état des forces françaises en Ukraine et sur tous les terrains opérationnels d'Europe de l'Est. Pascal Samama nous rejoint. On va faire un petit bilan avec vous, Pascal, de l'engagement de la France sur ce nouveau terrain de conflit. Pascal. L'engagement, il est plutôt important. Il est d'abord important parce que la France est dans l'OTAN et que c'est un déploiement qui est dans le cadre de l'OTAN sur tout le flanc ouest de l'Europe. Ça passe par, bien sûr, tous les pays baltes. Ça monte jusqu'à peut-être bientôt jusqu'à la Moldavie, et il y a des troupes bien sûr en Pologne où il y a de la formation, et en Roumanie bien sûr. Il y a des forces aériennes qui exercent une police des frontières, qui surveillent toutes les frontières pour d'éventuelles infiltrations russes. On en a vu il n'y a pas si longtemps que ça. Un avion de renseignement russe a été conduit dans ces frontières par des mirages de l'aviation française. Bref, la France est vraiment très impliquée là-dedans et continue à l'être, aussi par la livraison de matériel militaire et de financement pour l'Ukraine. Il y en a pour 3,8 milliards d'euros depuis le début du conflit, depuis le 24 février 2022. La France, qui est devenue le deuxième exportateur d'armes devant la Russie et la Chine. Dominique Carlac, on pose cette question. C'est vrai qu'elle est brutale, elle donne de l'émotion. Est-ce que la France est prête pour la guerre ? Ça dépend de si on parle du marché ou si on parle de notre défense. Si on parle du marché, elle est prête puisqu'elle est le deuxième exportateur mondial derrière les Américains. Les importations européennes ont doublé en 5 ans. Malheureusement, c'est les Américains qui sont très très largement devant. Et quand vous prenez les ventes de Rafale, c'est 10% en Europe et c'est 30% pour l'Inde. Donc ça, c'est le premier sujet qui est l'offre. On a une offre, on est très présent, on exporte beaucoup. Malheureusement, on exporte beaucoup en dehors de l'Europe, donc ça pose la question toujours de l'Europe de la défense. Maintenant, est-ce qu'elle est prête ? L'année dernière, dans la loi de programmation militaire, on a voté quelque chose de pluriannuel avec 30% d'augmentation. 400 milliards ont été votés l'année dernière. Et on est allé pour 2 raisons. La première, elle est géopolitique. Dans un contexte géopolitique un peu tendu, on augmente les dépenses militaires. Et la deuxième raison, c'est le rattrapage technologique. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui, si vous prenez les drones, aujourd'hui, on a un plan qui fait qu'il faut dès 2025, on ait 3000 drones qui puissent être disponibles. Et puis, on a surtout une course technologique et qui touche plein de domaines, l'aviation, mais également le spatial, avec des satellites qui vont surveiller. Jean-François Robin, c'est une vraie réhabilitation du secteur, d'un point de vue financier, le secteur de l'armement et de la défense. Ah oui, ça fait partie de ces nouveaux méga-trends, ces tendances. Il y a la transition énergétique, la transition digitale, la démographie, et maintenant, on y rajoute les dépenses militaires qui sont devenues un impondérable dans un monde qui se ferme, qui se met en bloc, qui se tend. C'est plus tabou d'investir dans la défense. Il y a tout le débat justement. Il y a même des gens qui voudraient le faire passer en ESG. Il ne faut pas exagérer, mais en tout cas, aujourd'hui, d'attirer des financements là-dedans, d'aller financer du Thales, du Safran, évidemment que ça va faire partie des enjeux de stratégie et de souveraineté économique. Pour répondre aussi un petit peu à la question qui vient d'être posée, moi je pense que la France, elle est prête en termes d'industrie d'armement. Je le disais tout à l'heure, en qualité, en quantité, on voit bien que les munitions, c'est un sujet. Après, est-ce que les Français sont prêts ? C'est une autre question. Mais surtout, moi je trouve que c'est l'Europe qui n'est pas prête. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que si vous additionnez les dépenses militaires des pays juste de la zone euro, c'est 3 fois le budget militaire de la Russie. C'est à peu près l'équivalent du budget militaire de la Chine, quoi. Donc en termes de montant, on a vraiment largement de quoi faire. Encore une fois, le PIB de la Russie, c'est 70% du PIB de l'Espagne. Donc on a les moyens. Simplement, ce qu'on voit, c'est que tout le monde fait son char, tout le monde fait son drone. On va tous acheter aux États-Unis. La France exporte que 10% de son matériel militaire en Europe. Il faudrait absolument mutualiser les dépenses pour commencer à avoir une vraie ersatz d'armée européenne. Et ça, on en est très 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 loin. On voit bien les différences d'appréciation entre les Taurus en Allemagne et la France, son engagement militaire. Donc il n'y a même pas de ligne directrice européenne. Et c'est ça dont on a besoin. La France toute seule fera rien, quoi. Pascal, un tout petit mot sur les drones. C'est devenu un enjeu fondamental. Là, c'est pareil ce que disait Dominique. On a rattrapé le retard. On devient un exportateur de drones. On commence à rattraper le retard. Mais on part de très loin. On a acheté... Dans les drones, il faut quand même savoir de quoi on parle. Il y a des drones, les drones kamikazes, qui sont des munitions téléopérées. C'est des bombes qu'on manipule à distance. Il y a les drones comme les Reaper, les gros drones américains de renseignement. Et là, on a un véritable retard. C'est les drones d'attaque, des drones de renseignement. On n'en est pas encore là. On travaille encore sur l'Eurodrone. Il y a des projets qui sont en cours, mais ça commence à rattraper. On a un retard qui commence à être rattrapé.
Dominique. Oui, alors c'est vrai qu'on a un retard, mais l'année dernière, le président de la République a annoncé la volonté de constituer une filière de ces munitions téléopérées, ce qu'on appelle les drones, c'est les munitions téléopérées. Après, le deuxième gros enjeu pour répondre à la question, c'est les hommes et les femmes qui constituent la défense. Là, aujourd'hui, l'armée, elle fait face à un défi qui est le défi des entreprises qu'on a aussi, qui est recrutement, elle recrute, c'est la fidélisation. Ça coûte extrêmement cher d'investir sur un militaire pour le former. Et le problème, c'est qu'ils arrivent et puis ils repartent très vite. Merci beaucoup à tous les quatre.